ne vais pas me présenter parce que derrière moi, vous allez avoir une présentation bien plus précise de tout ce que j'aurais pu faire. C'est ma carte d'identité génétique, c'est-à-dire chromosome par chromosome, les endroits du monde d'où je viens. Voilà. Je peux vous préciser aussi que j'ai 2,6% d'ADN de Néandertal. Et avant que vous en déduisiez en effet qu'il y a dans mon physique quelque chose qui est vraiment néandertalien, je précise que la moyenne européenne, c'est 2,8. Hein. Voilà. Si je vous présente ça, c'est pour vous montrer la nature exponentielle du progrès technologique. En 1990, quand les chercheurs ont lancé un vaste programme mondial de décryptage de l'ADN humain, on pensait à l'époque, compte tenu, je veux dire, de la puissance des ordinateurs, compte tenu des techniques de séquençage, qu'il faudrait entre 3 et 5 siècles pour arriver à décrypter complètement, donc un ADN humain. En fait, c'était fait en 2003. Aujourd'hui, pour avoir un séquençage de ce type-là, il faut moins d'1 heure. Alors, si je vous parle de ça, alors que je suis venu vous parler d'éducation, c'est pour vous situer finalement les problèmes auxquels l'éducation aujourd'hui a à faire face. Il y a trois grands problèmes, on va dire. Hein. Il y a d'abord évidemment la révolution technologique. Il y a l'impact de la révolution technologique sur les générations Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés en 95 et les suivantes. Et puis il y a une espèce d'angoisse planétaire qui aujourd'hui domine véritablement. Alors, trois petits détails là-dessus. La révolution technologique, il est évident que la convergence des NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique, cognitique, est en train de construire le XXIe siècle. L'hybridation entre le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle va certainement bouleverser le fonctionnement de nos sociétés traditionnelles. On le voit, les géants du numérique américains, les GAFA, mais aussi les géants chinois, hein, les BATX, dépensent déjà des sommes considérables, attirent les meilleurs cerveaux, boostent leur intelligence artificielle à partir des données que nous leur fournissons, 1 milliard de données en moyenne chaque semaine, et ils rendent ces intelligences artificielles de plus en plus irremplaçables. On évolue très certainement vers une intelligence artificielle forte, ça veut dire consciente, ayant finalement l'intelligence d'un être humain, voire l'intelligence de l'intégralité des êtres humains, aux alentours de 2045, ce qui n'est pas sans poser problème. Beaucoup s'en inquiètent déjà. La grande spécialiste japonaise de l'intelligence artificielle, Noriko Arai, dans un TED à Tokyo au mois d'août, a réussi à faire passer donc, à son programme d'intelligence informatique qui s'appelle TUDAI, le concours très sélectif pour l'entrée à l'université de Tokyo. Son programme a réussi à avoir mieux en termes de résultats que 80% des étudiants qui se sont présentés sur des caractéristiques qu'on pensait purement humaines, faire une dissertation, répondre à un oral. Donc ça l'a beaucoup inquiétée et elle appelle à une réflexion rapide, je veux dire, sur la manière dont on va coexister avec l'intelligence artificielle. Elon Musk, qui vous connaissez hein, à travers SpaceX, la Tesla, lui aussi s'inquiète. Il vient de créer donc une société américaine qui s'appelle Neuralink, avec l'objectif dans 5 ans, finalement, de nous poser des implants cérébraux pour résister à l'intelligence artificielle, des sortes de clés USB qu'on rajouterait à nos cerveaux. Alors, ces grandes questions, je veux dire, même si tous les théoriciens ne sont pas sur la même ligne, ces grandes questions, finalement, l'intelligence artificielle, l'augmentation du cerveau, la capacité à dépasser la sélection darwinienne, voire même l'immortalité, et à mon âge, on commence à s'y intéresser vraiment, sont évidemment les grands enjeux du XXIe siècle. Le cerveau biologique est la bataille du XXIe siècle. Donc le premier point, l'école par rapport à ça. Quelle est la place de l'école par rapport à ça? Quel est même son devenir? Le deuxième point après, la deuxième grosse difficulté de l'école, c'est qu'évidemment, cette révolution technologique, elle n'est pas sans impact sur la génération Z, les enfants qui sont nés à partir de 95 et les suivants. Il y a eu un colloque à l'Académie des sciences qui avait eu lieu en 2014 et les actes du colloque montrent en fait qu'on est sur 4 révolutions. Alors, je vais y arriver. Hein. Voilà, les 4 révolutions, donc, c'est la révolution de la relation au savoir, de la relation aux apprentissages, de la relation aux autres et aussi du fonctionnement psychique. D'accord ? C'est pas sans conséquence non plus sur des choses très importantes.
on assiste à l'heure actuelle, et les études le prouvent, à une sorte de réorganisation cérébrale. Pour les adolescents, ce n'est pas les mêmes schémas neuronaux qui sont employés. Et c'est tellement déjà ancré, je veux dire, par les grandes entreprises, par exemple, que même des entreprises proches de Bordeaux, comme Thales ou Dassault, font pas le même type de recrutement en fonction de l'âge et mettent pas forcément les gens qui sont recrutés dans les mêmes salles. D'accord ? Le deuxième point aussi qui est important, c'est le langage. Depuis la création de l'Académie française en 1635, il y a un nouveau dictionnaire tous les 30 ans. Et ce dictionnaire, en moyenne, il y a 4 à 5 000 mots qui bougent d'un dictionnaire à l'autre. Là, comme l'explique le philosophe Michel Serres, on va avoir dans la version celui qui arrive, là, on va avoir 30 000 mots qui bougent. Quand on sait qu'un étudiant qui a une vingtaine d'années utilise en moyenne 60 000 mots, on connaît 60 000 mots, combien de générations faudra-t-il pour qu'on parle un français qui leur apparaîtra incompréhensible, comme nous, celui de Christiane III, Joinville, Guiraud de Bourneuil, les médiévaux, aujourd'hui nous paraît étrangère. D'accord ? Voilà, ça c'est le deuxième grand souci. Quelle place pour l'école par rapport à ça ? Et puis le troisième souci, et qui est un souci qui est récent, c'est le souci de l'angoisse planétaire. On est tous maintenant conscients de notre communauté de destin, les mêmes peurs écologiques, les mêmes peurs économiques, les mêmes dangers face au nucléaire. Merci encore à Donald et Kim de nous les avoir réactivés. Les mêmes dangers par rapport au fanatisme religieux. Et ça, finalement, c'est très récent. Moi, j'ai un arrière-grand-oncle qui, au début du XXe siècle, si j'arrive à le montrer, voilà, qui, au début du XXe siècle, pouvait partir dans les îles du Pacifique comme missionnaire, rencontrer des tribus anthropophages qui n'avaient pas connu l'homme encore. Il pouvait aussi, au nom de la France, prendre possession d'une île, la plus grande île du Pacifique, l'île Kiritimati, et donner des noms de ma famille à tous les coins de cette île, des noms qui existent encore aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, c'est fini. On est vraiment sur la prise de conscience de notre terre-patrie, comme dirait Edgar Morin. On est sur la prise de conscience d'un destin commun. Alors, ce qui est incroyable, alors qu'on pensait que ça pourrait souder, solidariser l'humanité, ce qu'on voit un peu partout, c'est un recroquevillement, c'est des régressions vers des identités, c'est une peur de l'étranger multiple, c'est la progression des régimes autoritaires, et tout ça, ça fait une sorte d'angoisse planétaire. Et quand on sait que l'éducation, c'est aussi un début de l'éducation est vraiment de donner envie de rentrer dans un monde, dans le monde qu'on vit, comment aujourd'hui donner envie, je veux dire, à des adolescents de rentrer dans un monde alors que tous les adultes véhiculent cette forme d'angoisse finalement. Ça, c'est les trois grands problèmes de l'école. Alors, par rapport à ça, est-ce que l'école est adaptée ? Est-ce que l'école qu'on connaît aujourd'hui est adaptée ? Évidemment non. Aller à l'école, je dis, on a l'impression que c'est une chose qui est complètement naturelle. Or, tous les systèmes scolaires de masse sont nés au XIXe siècle et ils sont nés un petit peu de la même manière, en accompagnant un petit peu la montée industrielle. Il y a plusieurs caractéristiques à ces systèmes scolaires. La première chose, évidemment, c'est que c'est un modèle éducatif industriel, on dirait tayloriste ou fordiste. Organisation rigide, on fait des maths en maths, on fait du français en français, sonnerie en début de cours et en fin de cours, empilement des heures comme des tranches napolitaines. Qui parmi vous est capable de suivre 8 fois 1 heure, d'accord ? Vous verrez déjà à la fin de l'après-midi, c'est compliqué. Donc 8 fois 1 heure et on demande ça à des ados. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est une hiérarchisation des intelligences. On privilégie une intelligence au détriment des autres. Et à l'époque des travaux de Howard Gardner et des intelligences multiples, il y a par rapport à ça quelque chose qui ne fonctionne plus. Troisième point, c'est on est sur des programmes et des évaluations standardisées. Un peu partout dans le monde, c'est le même fonctionnement, c'est-à-dire on a une hiérarchie subtile des matières, partout un petit peu les maths en premier, suivi de la langue du pays, suivi des autres sciences humaines, et puis au fond du panier, on a toutes les matières artistiques et le PS. Bien entendu, c'est accompagné aussi de choix. Il y a des grands oublis, par exemple sur la place des femmes. Qui parmi vous connaît Aspasie de Millier, que Socrate considérait comme son égal et avec qui il discutait très souvent, et qui est devenu après la compagne de Périclès, le grand réformateur athénien. Qui parmi vous connaît Mansa Moussa,
que le magazine Forbes vient de classer parmi les 5, l'empereur du Mali au XIVe siècle, vient de classer parmi les 5 hommes les plus riches qui aient jamais existé sur Terre. Voilà, on est sur des oublis comme ça qui sont vraiment importants. Et puis ces programmes, ils font toujours débat. Ils sont sans cesse en querelle. En 1902, par exemple, la place du latin dans l'enseignement en France, la place prééminente est remise en cause. Pendant 20 ans, on a une lutte, mais qui est une lutte absolument terrible. La lutte entre républicains et pédagogues aujourd'hui fait presque allure, je veux dire, de lutte de cours de récréation par rapport à la violence des écrits de l'époque. Et ça continue à faire débat. Comme vous l'avez peut-être vu en 2017, la Finlande, qui est un des 2 ou 3 pays les mieux notés, parle d'abandonner les matières scolaires pour les remplacer par une étude par sujet. PISA, PISA, donc les études PISA, viennent d'ajouter en 2015 la résolution de problèmes collaboratifs dans ce qu'ils évaluent. D'accord ? Donc, un peu partout dans le monde, on voit bien que ce système, à la fois, il est à bout de souffle, on voit bien qu'il faut le réformer, on essaye de le réformer un peu partout, mais ce n'est pas suffisant. La désynchronisation entre l'école et le monde qui, lui, galope à toute allure est telle qu'à un moment donné, c'est des révolutions qui vont arriver. Je crois qu'on peut en lister 2 révolutions qui vont certainement fonctionner comme un tsunami. La première révolution, ça va être la remise en cause des métiers auxquels l'école prépare et qui vont être remplacés certainement par des métiers aux tâches complexes, non stéréotypées, et donc on n'est pas forcément encore la teneur. La deuxième révolution, ça va être que très rapidement vont être rendues obsolètes les technologies de transmission qui existent aujourd'hui dans tous les systèmes éducatifs. On en voit les prémices de ça, on voit déjà l'internationalisation des formations, on voit l'individualisation des parcours, on voit aussi le début de la marchandisation de l'éducation. Je vais prendre un exemple, les MOOC. Les MOOC en 2012, mon premier MOOC donc, à l'université de Stanford sur l'intelligence artificielle par Sébastien Thrun qui travaillait aussi à Google. Et depuis, on a quelque chose qui est absolument exponentiel. De tous les côtés, ça progresse. Je vous donne un exemple que vous connaissez déjà certainement tous, celui de la Khan Academy. En 2017, la Khan Academy, c'est 7 millions d'étudiants du collège à l'université chaque mois. 12 fois ce que Harvard a scolarisé depuis son ouverture en 1630. Et avec la capacité incroyable de pouvoir repérer des erreurs plusieurs années avant, à faire un suivi individualisé. On le voit aussi avec quelque chose qui est en train de se développer beaucoup, si j'y arrive. C'est des cours comme le HBX d'Harvard, c'est-à-dire la capacité dont qu'ont maintenant dans les grandes écoles à créer des salles de classe virtuelles avec des sessions en temps réel où des étudiants du monde entier se connectent. On a à la fois l'interactivité et la sensation d'intimité. On peut travailler donc sur des diagnostics cognitifs, sur la reconnaissance faciale, sur l'analyse des émotions. On est en train de passer sur autre chose. On est vraiment en train de passer sur autre chose. L'intelligence artificielle et le big data aujourd'hui font qu'on peut suivre des milliers d'étudiants en même temps, font qu'on peut pister leur capacité de progression, et ça bouge totalement les lignes. On peut à la fois faire des remédiations sur des nombres énormes. On peut aussi donner des pistes de progression, travailler sur les apprentissages cognitifs. Alors, néanmoins, je veux dire, on en est encore, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, on en est encore presque au jeu de ping-pong, d'accord, sur les jeux vidéo. Et on en est très très loin du World of Warcraft. Je vous fais profiter de mon bon anglais scolaire français, à mi-chemin entre Maurice Chevalier, Sanscanotier et Nicolas Sarkozy. Voilà, donc on est un petit peu sur ça. Donc, ce que je crois, pour revenir au terme donc, de la conférence, 2 choses. C'est que je crois que il faut bouger, pour que le système éducatif survive, il faut bouger 2 choses. D'abord, la formation des profs. Les profs qui ont assuré la massification, il faut les laisser finir. Mais à part ça, je veux dire, il faut fondamentalement changer la formation des profs, certes mieux payés, plus présents, mais avec des formations beaucoup plus pointues et qui correspondront certainement à la définition qu'on en attend dans le futur. Et puis le deuxième point, ce qu'il faut, c'est mettre en avance des compétences. 3 blocs de 9 compétences, 3 blocs de 3 compétences, qui aujourd'hui ne sont pas forcément mis en valeur. J'allais dire la créativité,
la capacité à innover, la curiosité. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, c'est tellement évident, je dirais, hein, mais c'est tout de même des notions qui, à l'heure actuelle, ne sont pas mises en avant par le système. Néanmoins, l'expression artistique, la dissémination, la désintermédiation, l'engagement des élèves dans la construction du savoir, l'expression artistique, la ludification, on ne pourra pas en faire l'économie, c'est tellement important. Deuxième grand triptyque, c'est ce que j'ai appelé l'esprit critique, le civisme et la communication. Je crois que l'esprit critique avec le numérique, là aussi, c'est pas besoin que je m'étende, c'est évident qu'avec le numérique, il faut développer l'esprit critique. Le philosophe Paul Ricoeur disait que la démocratie, c'est l'interargumentation rationnelle. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire arriver à poser sa parole, accepter la parole de l'autre, arriver à réfléchir sereinement par rapport à ça. C'est vraiment très important. La formation à la citoyenneté, et là je prends les propos d'un pédagogue qui s'appelle John Dewey, il dit finalement la démocratie se réinvente à chaque génération. Et c'est l'éducation qui en est l'accoucheur. D'accord ? Et c'est vraiment quelque chose de très important. Après, il y a la communication. Vous entendez beaucoup dans les médias à l'heure actuelle, lire, écrire, compter, certes. Et la France est le pays de l'OCDE qui y consacre le plus de temps par rapport à ce que vous pouvez entendre. Mais ce n'est pas que ça. On a absolument besoin aujourd'hui, et vous le sentez, hein, je veux dire, de l'oral. De l'oral tout simplement pour s'insérer dans la vie professionnelle. Et puis moi, j'aurais volontiers rajouté autre chose, de l'oral aussi, parce que comme le dit Lacan, la violence est de la parole non aboutie. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, et je crois que c'est très important. Voilà, dernier triptyque, la coopération, l'empathie et la bienveillance. La coopération, ça paraît tout de même incroyable que le système scolaire ne s'en soit pas emparé. Même les travaux collectifs sont notés individuellement aujourd'hui dans le système. Et on voit face à des systèmes qui sont de plus en plus complexes que la coopération est une évidence. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être l'expérience de Foldit, c'est-à-dire pendant 10 ans, les chercheurs ont bloqué sur la recherche d'une structure tridimensionnelle d'une protéase rétrovirale. Je l'ai appris par cœur, ça, hein, parce que je ne suis pas guère plus pétillant que ça. Et ils n'y arrivaient pas. Donc il a suffi qu'ils mettent sur le site Foldit. Et en 3 semaines, grâce aux internautes du monde qui ont travaillé, qui se sont renvoyés des choses, le problème était résolu et on a franchi un cap important, finalement, dans la lutte contre le sida. D'accord ? L'empathie, donc, j'y reviendrai pas dessus. Et je vais terminer par la bienveillance. Alors, je vois déjà en train de dire, bien gentil le monsieur, mais compte tenu du contexte mondial, la bienveillance, d'accord. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, parmi mes 3 grandes bornes littéraires, il y a Primo Levi, qui a connu les camps de concentration nazis, il y a Vassili Grossman, il y a Varlam Chalamov, qui ont connu les camps de concentration soviétiques, qui ont connu le pire du pire de ce qu'un humain peut connaître, et ils en sont tous sortis, finalement, en parlant de ça, en disant, ce qui est important au-delà des idéologies, au-delà de la religion, c'est cette capacité de l'être humain, finalement, à faire des petits actes de bonté, d'un individu à un autre. Voilà. Et il croit que c'est ça la base de l'humanité vers laquelle on doit aller. Je vous remercie.